Coucou, je vous retrouve, nous sommes dimanche 11 janvier et c'est parti. Je déclare ouvert ce nouveau vlog de lecture, alors bienvenue à ceux qui me rejoignent sur ma chaîne YouTube, bienvenue devant cette vidéo. J'espère que vous allez bien et c'est parti. De vous à moi, nous allons partager tout de suite, non pas un, non pas deux, mais 3 avis lecture. Et pas des moindres, en tout cas, pour la première, une lecture qui a été réellement bouleversante, dont je me souviendrai très longtemps, avec des prénoms qui me resteront gravés. Cette BD s'intitule Les cheveux d'Edith. Une BD que j'avais vue passer sur les réseaux qui me tentait vraiment beaucoup. Et un petit détour à l'espace culturel, je l'ai vue, il n'y avait qu'un seul exemplaire et je me suis dit, go, c'est parti, pourquoi ne pas la découvrir? C'est chose faite. Et alors, c'est un réel coup de cœur. Plus qu'un coup de cœur, c'est littéralement un véritable coup de foudre. Je vous partage sa 4e de couverture. Paris, mai 1945. L'hôtel Lutetia est devenu le principal centre d'accueil pour les rescapés des camps de concentration nazis. C'est là que Louis, lycéen de 17 ans, rencontre Edith. Lui fait partie des volontaires chargés de prendre soin de ceux qui sont revenus de l'enfer. Elle a survécu à Birkenau. Entre eux se noue un lien très fort, par-delà les silences de la jeune femme enfermée dans ses terribles souvenirs, et par-delà l'histoire familiale de Louis. Publié aux éditions d'Argo, écrit par Fabienne Blanchu, Catherine Locandro et David. Cette BD fait très exactement 156 pages. Et dans ce récit, nous allons plonger dans le Paris libéré. Et nous sommes très précisément le 22 mai 1945. Et cette BD va nous emporter dans la rencontre entre Louis et Edith sur une période de 12 jours. Nous allons découvrir le Paris libéré, mais surtout, dans un premier temps, nous allons rencontrer Louis, ce jeune adolescent qui prépare son bac, qui a 17 ans, et qui, en plus de préparer son bac, eh bien, travaille 2 soirs par semaine à l'entrée du cinéma, qui est un cinéma qui n'est pas très très loin de chez lui. Tous ces déplacements, il les fait à vélo, et donc très très souvent, il remarque qu'il y a des bus qui transportent des personnes au pyjama rayé, des personnes avec un regard vide, des personnes totalement désemparées, avec pour seul point d'arrivée ce grand hôtel qu'est le Lutetia. Et très vite, il remarque ce qui se passe à l'arrivée de chaque bus. Des dizaines de personnes revendiquent, rappellent l'existence de leurs proches et se questionnent sur ce qui a pu bien leur arriver. Des questionnements qui vont se tourner vers les rescapés pour savoir s'ils ont vu telle ou telle personne. Alors, conscient de ce qui s'y passe, conscient de ce qui s'est passé, de ce qui s'est déroulé au cours de cette Seconde Guerre mondiale, conscient également d'où reviennent ces rescapés, eh bien, Louis va avoir très envie de se porter bénévole pour les accompagner, pour venir en soutien à ceux qui sont déjà bénévoles au cœur de Lutetia et qui vont accompagner sur ces premiers jours de liberté ces personnes qui sont revenues de l'horreur. Et c'est là que Louis va faire la rencontre d'Edith, un duo époustouflant, un duo incroyable. Très vite, on rencontre Edith, très vite, on comprend ce qu'elle a vécu, mais surtout, très très vite, on comprend que la liberté de corps n'a pas d'égal à la liberté d'esprit et que si ils sont physiquement libres, eh bien, dans la tête, il semblerait qu'ils restent enchaînés aux diverses horreurs vues, vécues, à tout ce qu'ils ont traversé. Ce duo est poignant. Cette BD est renversante, époustouflante. Ce n'est pas un coup de cœur, cette BD est réellement un coup de foudre. De par ces personnages extrêmement forts, très différents l'un de l'autre,
Mais en réalité, on va se confronter à deux histoires différentes, d'intensité différente, mais à quelque part liées l'une à l'autre depuis déjà quelque temps, et ça, sans le savoir. Nous avons l'histoire d'Édith, nous avons l'histoire familiale de Louis, qui est tout aussi forte et qui va venir nous poser certaines questions. De ce duo, de cette rencontre va naître une amitié. Mais alors, comment accompagner ces personnes qui sont revenues de l'horreur? Nous allons à la fois le découvrir, mais surtout, les auteurs nous emmènent dans une double temporalité extrêmement poignante, extrêmement forte, mais extrêmement bien ficelée. De manière très originale, on va faire des bonds entre le présent et le passé. Mais alors, qui plus est de cette temporalité très bien menée, de cette rencontre extrêmement poignante, eh bien, dès les premières pages, le lecteur se retrouve le cœur serré, le cœur pris. Les émotions sont présentes à chacune des illustrations. Il y a du texte, il y a des illustrations qui sont remarquables. Je vais vous en montrer quelques-unes. Mais la force de cette BD est que même dans les silences, même dans les simples regards qu'ils pourraient s'échanger, tout est dit. Les silences sont aussi forts que les paroles et procurent autant d'émotions que dans les échanges ou lorsque nous plongeons dans cette double temporalité. Une histoire qui est certes fictive, mais qui rend un profond hommage aux rescapés, un profond hommage également à tous ceux et celles qui ont œuvré pour les accueillir, tant bien que mal, avec, j'ai envie de dire un petit peu, pardon, mais les moyens de l'époque, et tous ceux qui ont œuvré pour les accompagner, parfois pendant des années, parfois pendant 12 jours, et parfois pendant beaucoup plus longtemps. Cette BD est un hommage très précisément à un personnage ayant existé, et cela je voulais mentionner à la fin du récit. Le matricule 78 750 était celui de Marceline Loridan Ivens, née Rosenberg, rescapée d'Auschwitz-Birkenau et passée par l'hôtel Lutetia comme tant d'autres déportés en 1945. Elle n'a eu de cesse, sa vie durant, de raconter pour que l'histoire ne se reproduise plus. Ce roman graphique lui rend hommage ainsi qu'à tous ses enfants, ses femmes et ses hommes, revenus ou non de l'enfer des camps nazis. Tout y est. C'est de l'histoire, des personnages extrêmement forts, des questionnements sur les choix que certains ont faits volontairement ou non. Et puis ce témoignage sur l'après, parce que non, la guerre ne s'est pas arrêtée à la libération. La guerre, pour certains, a continué. Meurtrie dans leur chair, elle a continué encore longtemps après. Cette BD, elle est accessible à tous. Et là, je trouve qu'avec les auteurs ont réussi, par les illustrations, par le texte, par ces personnages, par cette histoire, eh bien, de la rendre accessible à tous. Donc, dès la fin du collège, dès que la Seconde Guerre mondiale est abordée, cette BD est à mettre entre les mains de tous, pour les plus jeunes, et puis pour nous, adultes. Elle est incroyable. Tout y est. On passe, il y a beaucoup certes d'émotions, mais il y a aussi beaucoup de pudeur, d'élégance, de finesse dans le récit et dans ses partages de vie. On ne va pas rencontrer qu'Édith, on va rencontrer d'autres rescapés qui sont tout aussi touchants, et se vient la question légitime de se dire que s'est-il passé pour ces rescapés qui, eux, eh bien, pour certains d'entre eux, lorsqu'ils sont revenus, n'avaient plus de famille. Qu'est-il arrivé? On a un début de rappel de l'histoire, de ce qui leur arrive, de
ce qu'on leur promet, de ce qu'on leur donne également. Et en fait, on a envie de continuer de les suivre. Je n'avais pas envie de quitter Edith, je n'avais pas envie de quitter Louis. J'avais encore envie de me plonger dans l'histoire familiale de Louis, une histoire tout aussi forte qui questionne finesse, pudeur, élégance. Mais alors, une force historique, elle est incroyable. Encore une fois, cette BD n'est pas un coup de cœur. Cette BD est réellement un coup de foudre. Je vous montre certaines des illustrations qui sont alors chaque trait, chaque émotion. Et encore une fois, la force des illustrations est telle que même dans le silence des personnages, on se prend une vague d'émotions. Je vous présente Louis, voilà, qui va venir rencontrer Edith lorsqu'il découvre ces bus qui transportent ces personnes. Et là, on a une petite idée, vous voyez. Alors, je ne sais pas si vous verrez les émotions sur les personnes, mais d'emblée, on est pris à la gorge, on est pris au cœur et on est au cœur de l'histoire. On nous présente le Paris libéré où la vie, eh bien, reprend son cours. Elle est incroyable. Enfin, c'est époustouflant tout ce qui passe à travers ces illustrations. Mais c'est un très très bel hommage, encore une fois, une BD à découvrir, à faire découvrir. Pourquoi pas également à offrir, qui va intéresser que ce soit les passionnés d'histoire ou non, mais qui va venir vraiment rappeler l'après, et un après très très difficile pour beaucoup de personnes, mais un après qui se veut être présenté aussi du côté des rescapés, mais pas que, et c'est ce que j'aimais dans cette histoire. Cette BD questionne notamment par rapport à l'héritage familial de la famille de Louis, et ça, j'ai beaucoup aimé. En tout cas, je vous la recommande, je vous souhaite de la découvrir, mais assurément, cette BD, eh bien, sera un de mes coups de cœur de l'année. C'est un véritable coup de foudre. Je m'en souviendrai de ces deux prénoms. Après vous avoir partagé mon avis sur ce roman graphique, eh bien, je vais vous partager un avis sur un roman qui touche un tout autre genre littéraire, un roman policier. J'ai eu la chance de le recevoir en service de presse via l'application NetGalley. Ce roman s'intitule « Sauver son âme », écrit par Lisa Regan, et nous sommes sur le tome 9 des enquêtes de l'inspectrice Josie Quinn. Alors, n'ayant pas la 4e de couverture sur ma liseuse, je vais tout simplement la prendre sur Amazon pour pouvoir vous la partager. De fortes pluies s'abattent sur la petite ville de Denton, provoquant la rupture des berges et la remontée à la surface du corps d'une jeune fille. En l'absence de scène de crime, les chances sont minces pour l'inspectrice et son équipe. Heureusement, le corps de la victime est parfaitement conservé jusqu'à l'écusson de baseball de la veste qu'elle portait. Josie ne peut cacher son désarroi. Son ex-mari, décédé Ray, possédait exactement la même. En remontant la piste jusqu'à son lycée, Josie identifie la jeune fille comme étant Beverly Urban, une étudiante à problème, qui, selon la rumeur, sortait avec Ray avant de quitter définitivement la ville. Cela ressemble à un accident tragique, jusqu'à ce que l'autopsie révèle une balle dans la tête et le secret déchirant qu'elle gardait. Fouiller dans les souvenirs de son propre passé avec Ray est le seul avantage que l'enquêtrice a sur ce tueur tordu, mais à quel prix? Nous sommes donc dans un roman policier, nous allons suivre cette enquêtrice, et très très vite, même dès les premières lignes, nous sommes mis dans l'ambiance, dans le contexte des flux diluviennes, la montée des eaux, et puis il faut sauver un maximum de personnes, il faut évacuer un maximum de personnes. Ils vont donc venir en aide à une femme plutôt âgée qui est seule chez elle, et lorsqu'ils la sauvent et que sa maison s'écroule en raison de la montée des eaux, eh bien, certaines choses cachées à la cave remontent à la surface, dont quelque chose qui ressemble à un corps, en tout cas, qui en a l'apparence, puisqu'il est
enfermé dans une bâche plastique avec du scotch, mais les dimensions et la forme semblent ne pas tromper le flair de l'inspectrice. Une inspectrice qui apparaît dans les premières pages un petit peu fonceuse, sans se poser de questions, prête à prendre tous les risques, des risques, elle va en prendre pour aller chercher ce qui semble ressembler à un corps enfoui dans cette bâche. Elle va, quitte à mettre la vie des personnes qui l'entourent en danger. Et pourtant, a-t-elle raison, oui ou non? Est-ce que c'est un corps? Eh bien oui, la réponse va nous être proposée très très rapidement. Effectivement, c'est le corps d'une jeune fille qu'elle a connue, puisqu'elles appartenaient au même lycée, elles avaient les mêmes connaissances à quelque chose près, et elles partageaient quelque chose en commun, semble-t-il, en tout cas selon les rumeurs, le même petit ami. Ni plus, ni moins. Alors je vous laisse imaginer l'ampleur du choc qu'elle a lorsqu'elle découvre que la jeune fille porte encore sur elle, des années plus tard, on est plus de 15 ans plus tard, le blouson de son ex-mari, de celui qui est devenu son ex-mari, l'ex-mari de l'enquêtrice, qui lui est décédé, mais elle reconnaît le blouson qui était très très significatif, qui avait des propriétés qui lui étaient propres. Et oui, cette jeune fille, eh bien, est-ce que la rumeur disait vrai, oui ou non? Est-ce que son ex-mari a un rôle dans sa mort? Eh bien ça, nous le saurons au fur et à mesure de notre lecture. En tout cas, dans ce récit, eh bien, nous sommes mis dans l'ambiance tout de suite. On découvre très vite l'inspectrice, son caractère, ses rapports avec la hiérarchie, avec son équipe, et puis cette plongée dans son propre passé personnel. Une lecture qui peut être totalement indépendante. Il y a des petits points de référence à ce que je pense d'autres affaires, d'autres enquêtes. Je rappelle, c'est le tome 9, donc il y a quand même 8 autres histoires qui précèdent, dans laquelle, eh bien, on a très certainement dû la voir évoluer. On découvre son, comment dire, certains secrets personnels qui va la toucher de près. Alors, est-ce qu'il s'agit simplement de rappels de choses qui ont été réglées dans des tomes précédents? Ça, je ne le sais absolument pas, parce que malheureusement, je ne lirai pas les autres tomes de la saga. C'est une lecture que j'ai bien aimée. Néanmoins, je n'ai pas été embarqué dans ce récit. J'ai trouvé que l'histoire, eh bien, autour du contexte qui nous est proposé par l'autrice, a quelque peu été un petit peu mal exploité. C'est un contexte qui ne se mêle pas suffisamment à l'intrigue. Ensuite, nous avons par moments une double temporalité qui va nous replonger dans les années lycée qu'ont partagé, eh bien, l'enquêtrice et la victime, et l'ex-mari, qui, rappelons-le, connaissait la victime. Eh bien, malheureusement, j'ai trouvé que cette double temporalité n'avait pas été assez creusée, qu'on ne se replongeait pas suffisamment dans le passé pour comprendre vraiment en profondeur l'époque, pour comprendre la psychologie des personnages à ce moment-là. Nous ne sommes pas dans un thriller psychologique, certes, mais si l'on voulait se plonger dans le passé, pour moi, c'était indispensable d'en comprendre un petit peu les tenants, les aboutissants de certains personnages, et notamment de la victime et des personnes qui l'entouraient. Et malheureusement, j'aurais aimé que cette double temporalité, au lieu de revenir simplement succinctement, que cela soit beaucoup plus travaillé et que l'on s'embarque dans un vrai passé présent. Autre chose qui m'a un petit peu manqué, c'est ce manque où nous, le lecteur, je n'ai pas senti qu'on était pris par la main et qu'on nous invitait à découvrir l'histoire de l'intérieur, et j'ai trouvé ça dommage. Et puis la résolution finale, il y a quelques surprises dans le récit, quelques rebondissements bien trop légers à mon goût, et la résolution finale, eh bien, pour moi, est un petit peu tirée par les cheveux. Alors, les faits en eux-mêmes sont convaincants, mais la manière d'y arriver, pour moi, ne l'était pas. Alors, c'est une lecture
que j'ai aimé découvrir. On n'est pas sur une déception. La preuve, je ne l'ai pas DNF. Je n'ai pas ressenti le côté immersif que j'ai besoin pour vraiment me plonger dans un roman. Alors, ne l'oublions pas, un avis de lecture est purement subjectif. Et s'il ne m'a pas plu à moi, peut-être qu'il peut vous plaire. En tout cas, vous avez l'opportunité de le découvrir puisqu'il est inclus dans l'abonnement Kindle. Ça, je trouve ça très chouette d'avoir des récits qui sont inclus dans l'abonnement Kindle parce que cela permet de découvrir des récits que peut-être l'on ne découvrirait pas autrement, mais également de découvrir des auteurs. Alors, même si je ne suivrai pas, eh bien, cette saga, que je ne me replongerai pas dans les aventures, dans les enquêtes de Josie Quinn, peut-être que je découvrirai d'autres récits de l'autrice. Malheureusement, ces autres récits qui sortent de cette saga n'ont pas encore été traduits en français. Quand ce sera le cas, eh bien, pourquoi pas découvrir ou redécouvrir plus exactement sa plume dans un one-shot, cette fois-ci. Affaire à suivre, mais en tout cas, pour ce récit, eh bien, je suis resté sur le bas-côté. Et enfin, autre lecture terminée que je veux vous partager, cette fois quasiment à chaud, puisque je l'ai fini il y a à peine environ 2 heures, et on va faire encore une fois un changement de genre littéraire, puisqu'il s'agit d'un manga qui s'intitule Grendel. Alors j'aimais beaucoup la couverture et j'avoue, c'est ce qui m'avait intrigué et donné très clairement envie de le découvrir. Alors je vous partage sa 4e de couverture. Je veux vivre. Camélia, une chevalière d'exception, va être exécutée pour trahison. Le roi lui propose une chance d'éviter la mort si elle accepte une mission. Elle devra escorter un jeune dragon, le dernier de son espèce, dans un lieu sûr en traversant de dangereuses contrées. Voulant vivre à tout prix, elle accepte et entreprend un long périple avec son protégé, mais elle cache en elle un terrible secret. Un voyage périlleux et intense dans un monde héroïque fantasy fascinant. Dans ce récit, on est mis tout de suite dans l'ambiance puisqu'on va rencontrer cette jeune femme. On va découvrir tout de suite les faits qui font qu'elle a été condamnée à mort pour trahison. Des faits qui, aux yeux du peuple, aux yeux de la cour, sont clairement inexcusables. Elle a failli, elle est accusée même de lâcheté, ce qui a conduit à la mort de quelqu'un très proche du roi. J'en dis pas plus sur ce qui la concerne parce qu'en fait, tout de suite, nous allons voir la proposition que lui fait le roi. Soit elle va à la potence très rapidement, soit elle accepte la mission d'escorter ce jeune dragon parce qu'on est dans un univers où pendant très longtemps, les dragons étaient un petit peu les maîtres du monde jusqu'à ce qu'un homme réussisse à en tuer un, puis 2, et puis est née la profession de tueur de dragons. Des dragons, il n'y en a plus. Néanmoins, le peuple continue à vouer un véritable culte aux dragons, sans même savoir ce que se cache au fond du château, un jeune dragon qui est le dernier de son espèce. Cependant, son existence a fuité et très rapidement, la rumeur qui commence à enfler, eh bien, le roi a peur que cela n'entraîne simplement une révolte et que des gens aient envie de manigancer et envie de tuer ce jeune dragon qu'il faut protéger. Sa mission va donc être d'accepter soit d'aller à la potence, soit de partir et d'accompagner ce jeune dragon vers un autre pays afin qu'il soit tout simplement protégé, étant le dernier de son espèce. Vous vous doutez bien que si on est sur un tome 1 d'une saga, c'est qu'elle va accepter cette mission et donc elle va devoir partir sans préalable, mais dans la minute où elle accepte, elle va devoir partir avec ce jeune dragon. Nous allons donc lui aussi le rencontrer au tout début de leur périple et découvrir, eh bien, qu'il ne connaît strictement rien au monde extérieur parce qu'on s'aperçoit très rapidement qu'il a été enfermé pour être protégé ou pas, mais en tout cas
enfermé dans une forme de cocon dans lequel, eh bien, on lui a transmis des informations, comment se comporter, que manger, qu'est-ce qui était le mieux pour lui. Et là, il va devoir faire face et découvrir le monde extérieur. Un duo totalement improbable. Ils vont devoir apprendre à se connaître, à se faire confiance et surtout à faire face à plus d'un ennemi, à plus d'un danger. Dans ce premier tome, on découvre les premiers pas de leur périple qui recèle bien plus d'un secret. Des secrets, il y en a de toutes parts, il y en a du côté de la jeune femme, il y en a du côté du dragon, et puis alors, on va les suivre. Un récit et une découverte très très immersive, oui, parce qu'on va la voir jusqu'à dépecer un lapin, oui, ni plus ni moins. Il faut qu'ils survivent, il faut qu'ils mangent, il y a du danger partout, ils ne peuvent faire confiance à personne. Et puis alors, on termine sur un twist très très surprenant et qui donne envie de découvrir du coup le tome 2. J'ai eu au fur et à mesure de ma lecture, eh bien, plusieurs émotions. Des fois, j'avais envie, eh bien, très honnêtement, de ne pas le continuer. Et puis, certains faits, certaines rencontres ont titillé ma curiosité. Et ce twist, eh bien, final, si je tombe sur le tome 2, j'aurai plaisir à le découvrir. Parce que le twist final, eh bien, comment dire? Non, je vous en dis pas plus. Il est très surprenant, en tout cas, très inattendu. Il y a beaucoup de choses dans ce premier tome. Il y a beaucoup de rencontres, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de personnages. Donc j'ai trouvé que malgré tout, c'était un tome très complet. Je n'ai malheureusement pas été embarqué sur les illustrations. Et si vous avez suivi mes vlogs sur 7 jours, 7 livres, dans lesquels je vous présentais plusieurs mangas et plusieurs webtoons, je l'avais dit à plusieurs reprises que pour moi, il faut dans un manga que les illustrations me parlent, que les illustrations me touchent. Et malheureusement, eh bien, cela n'a pas été le cas dans ce récit. Néanmoins, il y a quelques planches que j'ai trouvées vraiment très très chouettes. Est-ce que je vais la retrouver? J'aurais dû mettre un post-it. Parce que je me suis dit qu'il fallait que je vous la montre. C'était une double planche. Alors, je sais pas, du coup, si je vais la retrouver là tout de suite, comme ça. Bon, sinon, c'est pas grave. Voilà, c'était celle-là. Là, l'illustration est magnifique. Et alors, en toute honnêteté, ce sont les deux seules pages qui m'ont touché, qui m'ont transporté dans l'histoire et qui nous invitent à découvrir, à rencontrer chaque personnage. Nous avons ici la jeune femme et nous avons ici le jeune garçon. Et j'ai beaucoup aimé tout le détail qu'il y a autour de leur personnage. Mais sinon, pour le reste des illustrations, eh bien, malheureusement, j'ai pas été... Alors, c'était pas catastrophique, hein, loin de là. Mais j'ai pas été spécialement transporté. Néanmoins, attention, le petit dragon, je l'ai trouvé quand même bien représenté. Il était plutôt chouette. Et après, sur les autres personnages secondaires, bon, j'ai pas trouvé ça, vous voyez, par exemple, ici, cela me parlait nettement moins. Donc, une histoire que j'ai aimé découvrir, qui m'a procuré diverses émotions entre envie d'abandonner et puis curiosité, parce qu'il y a pas mal quand même de rebondissements. Un twist final qui m'a surprise, qui était inattendu, mais du coup qui m'a donné envie, si j'en ai l'opportunité, de découvrir le tome suivant. C'est pas forcément un tome que j'achèterais en neuf, peut-être d'occasion si j'en avais vraiment l'opportunité et à petit prix, ou alors que j'emprunterais tout simplement à la bibliothèque. Alors, est-ce que je recommande cette saga? Oui, non, peut-être. Eh bien, au vu de la fin du premier tome, je vais dire pour l'instant, peut-être, affaire à suivre si le tome 2 croise ma route. Je peux d'ores et déjà vous présenter ma lecture de ce soir, qui ne sera pas une surprise, encore un autre genre littéraire. Nous allons partir sur une bande dessinée. Et si vous avez vu, eh bien, mon précédent vlog, vous savez
Quelle est la bande dessinée qui me tient au cœur en ce moment? Entre des personnages anthropomorphiques, et puis alors cette ambiance à la Game of Thrones avec des complots, des secrets, des trahisons, des manigances, eh bien ce soir j'ai le bonheur de me replonger dans cette saga Les 5 Terres avec le tome 4 qui s'intitule La même férocité, une ambiance que j'aime tout particulièrement, des illustrations qui sont incroyables. Et puis alors, le tome 1, le tome 2 et le tome 3 ont été littéralement 3 coups de cœur. J'ai hâte de découvrir ce tome 4, ma lecture du soir. Mais alors, une lecture en général que je dévore. Je sais que lorsque je commence à la première ligne, à la première illustration, c'est impossible à lâcher. Donc, c'est parti pour redécouvrir ces personnages. Petite chose que je voulais partager également avec vous. Je ne sais pas si vous avez vu, notamment dans votre chez votre marchand de journaux, eh bien, Le Monde a sorti une collection dite pour les amoureux du Japon. Une collection qui s'intitule Mythes et légendes du Japon. Donc moi, j'ai trouvé le tome 1. J'ai même gardé le carton pour vous la présenter. Il est dit qu'il s'agit d'une collection de références. On retrouve dans chaque récit une authentique encyclopédie thématique sur le Japon ancien, des illustrations, cartes et encadrées pour enrichir ces essais rigoureux et captivants. Une collection incontournable pour les amoureux de la culture japonaise. Eh bien, c'est une série avec plusieurs récits. Le tome 1, 3,99 € s'intitule La création du monde. Et le tome 2, que j'ai pris également, s'intitule La femme sans visage. Et chaque semaine, un petit peu comme les collections Atlas, comme les collections Hachette, eh bien, Le Monde sort un tome supplémentaire. Le tome 3 s'intitule La première samouraï. Voilà, tous les 15 jours chez votre marchand de journaux. J'aime beaucoup ces couvertures. Vraiment très, très chouette. Il y a donc plusieurs récits qui vont être édités. On a aussi Le Royaume des 8 îles, Lumière du soleil levant, Le Royaume sous-marin. Voilà, donc plusieurs textes que j'aurai le plaisir à découvrir et à venir vous partager. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Je vais me lancer dans ma lecture et je vous reprends un petit peu plus tard. Coucou, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un très très bon week-end et bien évidemment fait de belles lectures. Il est 7h30 et nous sommes le lundi 12 janvier. Il fait encore nuit, mais je prends quelques secondes pour venir vous parler de ma lecture terminée. Une lecture que j'ai terminée vers 1h du matin. Il s'agit du tome 4 de la saga, la BD Les 5 Terres. Une saga que je vous ai présentée dans mon précédent vlog, en tout début de vlog, que je vous invite bien évidemment à découvrir. Une saga avec des personnages anthropomorphiques, une ambiance à la Game of Thrones, une intrigue extrêmement bien ficelée. Qui dit 5 terres dit 5 clans. Nous sommes avec le clan des tigres dans ce premier cycle parce que chaque terre comprend un cycle et donc 5 ou 6 tomes. Ici, nous sommes dans le premier cycle qui se déroule au centre financier, au centre politique, social et économique qu'est la ville d'Angléon, qui est régie par le clan des tigres. C'est extrêmement bien construit, que de twists dans cette saga et encore une fois dans ce tome 4 qui est complètement à la hauteur du premier, du deuxième et du troisième. Je le confirme, cette saga est véritablement un grand coup de cœur pour moi. Et puis alors, dans ce tome 4,
pour lequel, bien évidemment, vous comprendrez, pour éviter de vous spoiler, je ne vais pas vous lire la 4e de couverture, mais alors il y a des rebondissements tout au long de cette BD. C'est juste incroyable. Vous savez, des fois, c'est que ce soit un roman, que ce soit une bande dessinée, que ce soit un roman graphique, lorsqu'on a un premier tome qui est extrêmement fort, extrêmement puissant, extrêmement riche, quant aux illustrations, quant au texte, quant à l'intrigue, eh bien, j'avoue que des fois, on a un petit peu peur de la suite. Et là, tous les tomes, les 4 premiers tomes sont tous exceptionnels, à la hauteur les uns des autres. Il n'y en a aucun dans lequel le rythme peut baisser. On suit l'intrigue, on retrouve les personnages, on retombe dans leur petite manigance, on découvre les secrets et à la cour, il ne se passe pas que de très très belles choses. Bref, c'était un véritable régal de passer mon début de nuit avec ce récit. Et puis alors, les personnages, les émotions, tout y est. On va aimer ces personnages, on va aimer également en détester certains et puis bondir intérieurement de certaines situations. Bref, je ne cesserai de vous la recommander. C'est un véritable régal. Dans ce cycle 1, il me reste donc le tome 5 et le tome 6 à découvrir. Et autant vous dire que je pense que le tome 5 va être dans ma liste de lecture très très rapidement. Pour rappel, je l'ai emprunté à la bibliothèque. Au final, ce que je regrette, parce que désormais, je la cherche en occasion. J'ai vraiment, vraiment envie que cette saga, parce que je la trouve tellement exceptionnelle, eh bien, atterrisse dans ma bibliothèque. Donc, pour l'instant, je regarde les offres et puis, qui sait, peut-être si je tombe sur une annonce qui peut être très intéressante, eh bien, je me procurerai au fur et à mesure la saga. Mais en tout cas, je vous la recommande pour passer un excellent moment de lecture. Le seul problème, ne faites pas l'erreur que j'ai faite, c'est de la démarrer un petit peu tard hier soir, ce qui fait que je l'ai terminé, voilà, à un horaire qu'on ne va pas repréciser parce que dès que l'on commence, eh bien, on ne peut absolument pas la lâcher. Affaire à suivre pour la suite des aventures au cœur des Cinq Terres, et là en l'occurrence au cœur de la ville d'Angléon. Je vous montre ma lecture que je vais débuter ce matin. Il s'agit du roman de Camille Pascal qui s'intitule La Reine du Labyrinthe, publié aux éditions Pocket et que j'ai la chance de découvrir en tant que membre du jury du prix des lecteurs Pocket 2026. Donc c'est un roman qui comporte 430 pages avec une 4e de couverture qui m'attire beaucoup. J'ai vu des avis très positifs, j'ai vu des avis très négatifs. À mon tour de me faire mon propre avis sur ce récit et bien sûr, je viendrai vous le partager. Autre chose que j'ai omis de vous présenter hier, je suis allée faire un petit tour à la boîte à dons et comment dire, j'ai été vraiment, vraiment très chanceuse. J'ai trouvé un roman qui était sur ma wishlist qui s'intitule Veiller sur elle. Alors, il n'est pas en mauvais état, un petit peu corné, un petit peu jauni à droite à gauche, mais vu qu'il faisait partie de ma wishlist, eh bien, je n'ai pas hésité un instant, publié aux éditions L'Iconoclaste et écrit par Jean-Baptiste Andrea, un récit qu'il me faisait très envie depuis très longtemps. Alors, je pense très honnêtement qu'il se dévore parce que regardez la taille de l'écriture de la présentation. On est vraiment sur une police d'écriture et puis alors des marges importantes. Donc je pense que même s'il apparaît comme étant un petit pavé, je pense qu'il va se dévorer. Petite chose néanmoins qui me fait un petit peu peur, c'est que lorsque je le feuillete, je trouve un marque-page de la personne qui l'a laissé à la boîte à dons qui s'arrête à la page 32. Donc ça fait peur par contre. Non, mais en tout cas, la 4e me tente et j'ai hâte de le découvrir. Autre chose que j'ai découvert à la boîte à dons. Alors, j'avais pas du tout l'intention de m'acheter ces livres. On les voit, pour ainsi dire, clairement partout. Je pense que je suis, encore une fois, une des dernières à les découvrir.
Et puis je me suis dit, bah, pourquoi pas à la rigueur emprunter le tome 1 à l'occasion à la bibliothèque. Mais clairement, ce n'était pas ma priorité. Néanmoins, lorsque je les ai vus à la boîte à dons, je me suis dit que c'était peut-être un signe qu'il me fallait découvrir cette saga. Je ne vous demande pas si vous les connaissez. Bien évidemment que vous également, vous les avez vus partout. Il y avait donc le tome 1 de la saga Les 7 Sœurs. Il y avait également le tome 2. Alors, ils sont dans leur jus un petit peu parce que ils sont jaunis. Je ne sais pas si ça ressortira à la caméra, mais globalement quand même en plutôt bon état. Donc, c'est un plaisir lorsqu'on trouve aussi des livres en boîte à dons qui restent dans un bon état, voire des fois très bon état, et voire même par moments, on se demande si les personnes ont ouvert le livre tellement qu'elles en ont pris soin. Donc, le tome 1, le tome 2, mais ce n'est pas terminé parce qu'il y avait également le tome 7. Donc, trop chouette. Par contre, je ne me suis jamais rendu compte, mais vraiment, ce sont de vrais pavés. Et alors, grosse surprise, il y avait également, mais alors cette fois en version brochée, eh bien, le tome 8, l'histoire de Passault, aux éditions, cette fois Charleston. Donc du coup, j'ai le tome 1, j'ai le tome 2, j'ai le tome 7 et le tome 8. Donc, bien évidemment, je vais commencer par découvrir le tome 1 et 2. Et puis, si la saga me tente réellement, qu'elle est aussi addictive, eh bien, je me procurerai les autres. Mais du coup, j'ai trouvé ça trop chouette comme découverte. C'est toujours sympa lorsque l'on découvre des petites pépites. En tout cas, pour celle-là, parce qu'elle était sur ma wishlist. Et puis pour l'autre, pour la saga de Lucinda Riley, eh bien, je me laisserai tout simplement porter par ma lecture. Et puis, je la découvrirai et je me ferai encore une fois mon propre avis. Alors, pourquoi je n'ai pas sauté sur la saga de Lucinda Riley, Les 7 Sœurs? Tout simplement parce que j'ai déjà lu de l'autrice La Maison de l'Orchidée, qui n'avait pas été une déception, mais un avis très mitigé. Des personnages intéressants, une intrigue vraiment très intéressante, mais alors, malgré une plume très fluide, il y avait pour moi beaucoup trop de longueur, et puis alors, surtout, tellement d'incohérence. Et de ça, eh bien, j'avoue que j'avais terminé le récit en levant un petit peu les yeux au ciel, en me disant « Ok, non, je suis resté clairement sur ma faim. » Certaines parties de l'intrigue avaient pour moi été vraiment trop mal exploitées, absolument pas creusées. Et pour autant, il y a d'autres parties de l'intrigue, eh bien, un petit peu comme une liste de courses, comme si elle avait écrit sa liste de courses avec tel thème qu'il fallait absolument caser dans ce récit. Elle l'a fait. Malheureusement, ces enchaînements eh bien, manquaient de fluidité et puis cela donnait vraiment des incohérences auprès des personnages et dans l'enchaînement des faits. Alors, nul doute que dans la saga Les 7 Sœurs, je vais aimer sa plume parce que là, je dois bien avouer que dans La Maison de l'Orchidée, sa plume était vraiment très chouette. Mais j'avoue que lorsque je vois qu'il s'agit de petits pavés, cela me fait un petit peu peur de ressentir les mêmes choses que dans La Maison de l'Orchidée. Néanmoins, eh bien, je me lancerai dans le premier tome pour me faire mon avis et je me lancerai dans cette intrigue. Et qui sait, peut-être que j'aurai une très belle surprise. Donc, affaire à suivre. En attendant, j'ai quelques minutes pour me poser ce matin. Je vais donc démarrer ma lecture, La Reine du Labyrinthe, et puis je vous retrouve un petit peu plus tard. Un petit coucou rapide et je vous prends quelques minutes seulement. Nous sommes le 13 janvier, il est 13h24 très précisément, et je viens faire mon mea culpa parce que j'ai craqué. Je n'ai pas résisté à la tentation de découvrir le tome 5, mais j'ai enchaîné avec bien évidemment le tome suivant, le tome 6 donc de la saga Les 5 Terres. J'ai donc terminé le premier cycle qui se déroule à Angléon avec le clan des tigres. Mais alors, quelle pépite jusqu'au bout! Cette saga est incroyable, autant dans l'intrigue que dans les illustrations, que dans la narration.
c'est juste phénoménal. Alors, pour tout vous dire, le tome 5 est un petit peu plus politique, mais il s'insère dans le cycle au bon moment, au meilleur moment qui soit pour tout vous dire. Et cela nous propulse littéralement sur un tome 6 qui est juste incroyable. Mais si je dois être tout à fait honnête, comme à chaque fois dans mes avis, je dois bien avouer que dans le tome 6, il m'a manqué 4-5 pages tout au plus pour approfondir certains rebondissements. J'en voulais encore plus. Alors, ce qui est très bon signe parce que j'étais très bien dans l'histoire, mais également je n'avais pas du tout envie de quitter ces personnages. Alors, probablement des personnages que je vais retrouver, peut-être pour certains d'entre eux, dans les tomes suivants, dans les cycles suivants, parce que nous allons changer de cycle et nous allons changer de terre. Et le cycle suivant, eh bien, nous allons découvrir le clan des singes. On va donc changer de terre. J'ai trop hâte. Ce soir, lorsque je vais quitter le travail, eh bien, j'ai 15 minutes pour arriver à la bibliothèque, faire l'échange de livres et puis emprunter les tomes suivants. Mais alors, si vous avez une BD à découvrir, c'est bel et bien celle-là, elle est incroyable. Petit point sur ma lecture en cours, je suis donc dans le roman La Reine du Labyrinthe de Camille Pascal. J'en suis à la page 157, j'ai fini la première partie puisque c'est un récit qui se décompose en 3 parties. Mais alors, c'est un récit vrai, mais qui nous est conté de manière tellement passionnante, avec une plume très immersive, descriptive, et puis j'ai envie de dire presque cinématographique, tellement l'auteur arrive à nous plonger dans cette société de 1782, tellement il y a de la description. On a presque l'impression de voir devant nos yeux se mouvoir chacun des personnages. En tout cas, j'aime beaucoup ma lecture, même si par moments je regrette la présentation choisie du texte qui en fait une lecture par moment un petit peu dense. Néanmoins, pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. Je vous en dirai un petit peu plus lorsque je l'aurai avancé. Je crois qu'il est temps que je vous laisse. Je vais au travail et je vous reprends un petit peu plus tard. Je vous reprends, il est très précisément 17h10. Alors, ai-je réussi à quitter mon travail et à me rendre à la bibliothèque avant que celle-ci ne ferme pour me procurer la suite de la saga que j'attendais avec impatience? La réponse tout de suite en image. Tadam! Et oui, j'ai littéralement sauté sur la suite de la saga. J'ai avec moi donc du tome 7 au tome 12. Et c'est parti pour encore d'une belle découverte. Nous changeons de cycle, donc nous changeons de terre et allons découvrir un autre clan. Et cette fois, celui des singes. J'ai trop hâte de me replonger dans cette saga et de découvrir la suite des aventures des personnages. En tout cas, de très belles heures de lecture en perspective. En parlant de belles heures de lecture, il semblerait qu'entre midi et 2, je me sois perdu au milieu de l'espace culturel, que j'y ai fait quelques achats et donc que j'ai quelques romans à vous présenter, des romans qui vont venir agrandir ma palle, mais qui me tentaient beaucoup trop. Autre roman que je dois également vous présenter, mais je ferai tout cela la prochaine fois que je vous prendrai en vidéo, eh bien ce sont les 3 romans que je vais être amené à découvrir dans le cadre du prix du roman auto-édité 2025-2026 pour lequel je suis membre du jury. Et on va pas se mentir, les 3 titres que je vais découvrir, ce seront 3 titres pour lesquels j'avais voté lors de la première sélection et donc que j'ai très hâte de découvrir également. Et n'oublions pas qu'à la suite de ces lectures, je suis amené à remplir une grille d'évaluation. Donc ça va être encore un trop chouette moment. C'est vraiment une superbe aventure. En attendant tout cela, moi je vais rentrer chez moi et la prochaine fois que je vous prendrai, eh bien je vous présente tout cela. Allez, je vous reprends très vite. Coucou, nous sommes jeudi 15 janvier, il est 9h50 et je viens vous prendre en vidéo sous un temps vraiment abominable puisqu'il y a de la pluie, du vent, du froid, bref, tout ce qu'on déteste. Mais c'est pas grave parce que j'ai de très jolies choses à vous présenter ce matin. Tout d'abord, un très joli book haul, un plus 11 pépites qui sont venues agrandir ma palle pour mon plus grand plaisir.
Et puis ensuite, je vous présenterai un très joli +3 également. 3 romans que je dois découvrir dans le prix du roman auto-édité pour lequel je suis membre du jury. Et ce sont 3 lectures, je dois bien vous avouer, qui me tentent tout autant. Et enfin, je vous présenterai 2 avis lecture, mes 2 dernières lectures terminées. Alors installez-vous, c'est parti pour le très joli book haul. Tout le premier roman que j'avais choisi est d'une autrice qui pour moi est clairement la Queen. J'ai déjà lu 3 romans de cette autrice et à chaque fois, elle m'a retourné le cerveau. Des intrigues toujours bien ficelées, une plume percutante, impeccable. Et puis elle nous emmène dans des univers, que ce soit petite ville ou dans un huis clos. À chaque fois, ce qu'elle nous propose, eh bien, il ne s'agit que de pépites et c'est réussi. Bien évidemment, je vous parle d'Alice Finney, de son dernier roman qui s'intitule Beautiful Ugly, un roman publié chez Hauteville Suspense et qui fait 354 pages. J'aime déjà beaucoup la couverture parce qu'elle est très intrigante et il en ressort beaucoup de mystères. Petite phrase en bas, il croit connaître sa femme, il se trompe. Alors, j'ai déjà lu de l'autrice et j'avais beaucoup aimé Lui et moi. Je n'ai pas regardé la version Netflix. Une version pour laquelle j'entends soit du positif, soit du négatif, parce qu'a priori, c'est une version qui s'est éloignée de beaucoup du roman, donc je ne l'ai pas encore regardé. J'ai lu de l'autrice également Daisy Darker, mais quelle pépite également, quelle chouette proposition. Et puis, le dernier que j'avais lu de l'autrice, c'était 10 ans, Noces de sang, que je vous recommande également. Mais à chaque fois, elle sait nous embarquer et nous retourner le cerveau. En plus de Beautiful Ugly, pardon, j'ai de cette autrice dans ma palle Parfois je mens et Good Bad Girl. 3 romans de l'autrice qui me tentent à chaque fois et que je vais très rapidement sortir. Je me demande même si je peux en faire un par mois. Sur le petit bandeau que j'ai enlevé au dos, Lisa Jewell mentionne « Ce livre m'a complètement absorbé. C'est son plus réussi à ce jour, du pur génie. » Alors, ça me donne encore plus envie de le sortir rapidement de ma palle parce que j'ai tellement aimé les autres entre coup de cœur ou j'ai frôlé le coup de cœur que si celui-ci est son plus réussi, je sens que ça va encore bien me retourner le cerveau et que je vais vraiment beaucoup aimer m'y plonger. Autre roman que j'ai choisi, il s'agit du roman La Nounou de S.L. Harker, publié chez Michel Lafon. Poche, il est mentionné, elle est chez vous et elle vous ment. Alors là, il est question notamment d'enfants, un bébé de 6 mois que l'on fait garder par une nouvelle nounou et des menaces anonymes sont désormais envoyées à la maman. Et sa boutique de fleurs a été vandalisée, le doute s'installe. Audrey a confié à Holly ce qu'elle a de plus précieux au monde, mais peut-elle vraiment lui faire confiance? Il est plus court parce qu'il fait 282 pages, non 283 pages. Il me tente, mais est-ce qu'on n'a pas peur après? J'ai hâte. Autre roman, et alors celui-là je ne l'avais vu passer nulle part sur les réseaux, celui d'Isabelle Salé qui s'appelle Blackleaf, Fuir ou mourir, publié chez le livre de poche. Il fait partie du prix des lecteurs, sélection 2026. Elle est forte. La couverture, je voulais juste la 4e rapidement. Après les premières chutes de neige, une série de faits troublants vient bouleverser le quotidien des habitants de Blackleaf, au nord du Montana. Dans un ranch, des moutons et leurs propriétaires sont retrouvés décapités. C'est ensuite l'épouse désœuvrée d'un médecin qui disparaît. Au fil des jours, la population cède à la panique et les langues se délient. Les 2 shérifs du comté vont devoir plonger dans les secrets du passé pour permettre à la région de retrouver sa tranquillité. Et là, nous sommes sur un roman qui fait plus de 440 pages. Et il est mentionné au dos, dans le Montana, les souvenirs poussent au crime et font un excellent polar. Alors, c'est marqué prix du polar non publié à l'époque. Écoutez, à découvrir. Autre roman, celui de Gilly Macmillan, publié chez Pocket, de Si Bon Voisin. Je vous avoue, j'ai un petit peu un problème avec
La couverture qui ne me parle pas tant que ça. Alors, elle est extrêmement visible, certes, lorsqu'elle est sur les étals. Mais très honnêtement, la couverture me plaît moyen. Il y a de la brume en arrière qui peut révéler le mystère. Mais je ne suis pas très fan de cette couverture par contre. Au dos, c'est marqué qu'il s'agit d'une intrigue machiavélique. Gilly Macmillan est une virtuose. Autrice de génie, que des mots plus que positifs concernant l'autrice. Et là, nous sommes sur un roman qui fait 508 pages. Je crois que je n'ai jamais lu de cette autrice. Mais en tout cas, cela me tentait énormément. Et ensuite, publié aux éditions Le Livre de Poche, écrit par Marlène Charine. J'ai choisi La Protégée. On va rentrer dans un programme de protection des témoins, mais la question qui va se poser, c'est protège-t-on réellement la bonne personne? Et si la justice avait signé un pacte avec le diable en passant un marché avec elle? Il me tente de fou. Il est mentionné au dos un excellent thriller à la fin, insoupçonnable. J'ai hâte et je pense qu'il peut peut-être se lire rapidement parce qu'il fait 341 pages. À voir. Ensuite, j'ai choisi le roman de Sandrine Lucchini qui s'intitule Jusqu'à ce qu'elle se soumette. Et là, on est dans la sélection Prix Nouvelle Voix du Polar, publié aux éditions Pocket. Un titre extrêmement percutant, je trouve, et j'avoue, c'est ça qui m'a vraiment attiré plus que la couverture en elle-même. Je ne connais pas l'autrice, je vais la découvrir. Je vous lis la 4e de couverture. Nous sommes à Paris. Une jeune femme disparaît sans laisser de traces. Un corps atrocement mutilé est retrouvé au petit matin sur un chantier du côté de la place Pereire. Le capitaine, Hippolyte Lebon et la jeune brigadière Alice Lecoeur se lancent dans la traque de ce qui est rapidement identifié comme un groupuscule masculiniste. Sur Internet et dans la ville, ces incels célibataires involontaires semblent bien destinés à s'en prendre aux femmes de façon extrêmement violente. Une véritable course contre la montre s'engage pour faire cesser cette folie. La Voix du Nord précise, un roman contemporain glaçant, une lecture haletante. Hâte. Donc là, nous avons fait les poches. Non, il m'en reste un en version poche. Et là, nous ne sommes pas du tout dans un thriller, mais c'est le roman pour lequel j'ai entendu que des avis positifs d'Akira Mizubayashi qui s'intitule Âme brisée. Nous sommes en 1938 et nous allons voyager, nous allons partir à Tokyo en pleine guerre entre le Japon et la Chine. 4 violonistes amateurs se réunissent régulièrement pour répéter. Un jour, ils sont interrompus par des soldats soupçonnés de comploter contre le pays. Caché dans une armoire, Rei assiste à l'arrestation de son père. Cet événement constitue pour lui la blessure première qui déterminera son destin. Mais le passé peut-il être réparé? Et là, c'est une lecture qui a été proposée sur le compte d'Anne-Sophie Chauvet que je suis sur Instagram et qui propose toujours des lectures pépites avec toujours des avis détaillés. Et cela fait partie d'une des lectures communes qu'elle propose, je crois, pour le mois de mars, il me semble. Et c'est un roman, lorsque j'ai découvert sa 4e de couverture, que j'avais hâte de découvrir. Déjà parce qu'on est en 1938, parce qu'on part à Tokyo et qu'on va découvrir bien, la vie, je pense, de ce jeune homme avec tout ce qui s'y est passé. Je trouve que la dernière question de la 4e de couverture est extrêmement forte. Le passé peut-il être réparé? J'ai hâte de découvrir ce récit. Et je crois que c'est un des seuls qui n'est pas un thriller. On va repartir dans les thrillers, mais cette fois en version brochée. Des vies volées de Patricia Gibney. 4 jeunes filles disparues, un secret enfoui dans le passé. Alors c'est marqué la nouvelle enquête de l'inspectrice Lottie Parker. J'espère qu'il peut se lire de façon indépendante, parce que lorsque je l'ai choisi, je l'ai fait en fonction de la 4e de couverture. Moi, déjà avec ce genre de phrase en tête, où je vois une véritable course contre la montre, pour moi,
Je suis le public cible très clairement. Le mal frappe toujours plusieurs fois. J'ai hâte de les découvrir. Je vais juste m'assurer avant bien, qu'il peut se lire de manière indépendante. Sinon, quel dommage. Je serai obligé de me procurer le premier tome pour pouvoir lire celui-ci. Ensuite, un qu'on voit partout sur les réseaux et j'attendais sa sortie au mois de janvier avec impatience. Il s'agit du roman Love Mom, publié chez Fleuve Noir. Le thriller s'est marqué aux 10 millions de lecteurs d'Iliana Xander. J'aime beaucoup la couverture. Simple, sobre, percutante, le genre de couverture que j'aime énormément. Et au dos, c'est marqué « Et si votre mère cachait un secret si sombre qu'il pourrait vous détruire ?» Le thriller psychologique de l'année qui va vous retourner l'esprit. J'ai hâte de le découvrir. Et au vu de la présentation et puis de la police d'écriture, je pense qu'il peut se lire très rapidement, surtout s'il est aussi addictif qu'il en ressort des premiers avis qui tombent concernant ce roman et il fait 408 pages. Allez, dans mon book haul, il n'y en a plus que 2 que je vais vous présenter. Il y a le tome 2 de l'Atelier des Fées, donc un manga publié aux éditions Le Renard Doré. Je vous ai déjà parlé du premier tome lors de mon défi 7 jours, 7 livres et plus, si affinité. Je ne sais plus si c'est dans la première ou dans la deuxième partie. Nous allons donc rencontrer cette jeune femme que l'on voit ici, qui tient un atelier de couture et qui va rencontrer une fée. Il y a bien évidemment plus d'une intrigue dans ce récit et notamment autour de la petite fée. J'avais hâte de découvrir la suite. Eh bien, ça va être le cas avec le tome 2. On est sur une duologie, donc si on a envie de le découvrir, on ne part pas sur une série de 20, 30 ou 15 même. C'est déjà beaucoup dans les sagas de manga, ce qui peut parfois, des fois, freiner lorsque l'on veut découvrir une saga. Mais là, c'est une duologie vraiment très sympa. Un duo improbable, mais avec vraiment une très chouette complicité. Des dessins que j'avais beaucoup aimé. Est-ce que je peux, dans celui-là, je vous montre rapidement la petite fée. Mais est-ce que, sans spoiler... Alors, on est dans le domaine de la couture, donc même si on n'aime pas, même si on ne coupe pas, même si on n'aime pas, on peut se plonger dans ce récit. Et voilà la jeune femme donc, qui est couturière. Mais j'avais beaucoup aimé le tome 1, j'avais envie de me replonger dans cet univers. J'avais envie de savoir ce que cache la petite fée. J'avais envie d'en connaître un peu plus sur l'intrigue. Donc, ça fera partie de mes prochaines lectures. Et enfin, le dernier roman qui est venu agrandir ma palle, mais qui est d'une beauté incroyable, La guérisseuse de Florence. Alors, vous ne le verrez pas, mais c'est tout en relief. Regardez la beauté de la bague. Mais alors, le jaspage est juste incroyable. On est sur un objet livre, très clairement. Il est juste magnifique. Dans ce roman, n'attire pas l'attention, n'exhibe jamais tes pouvoirs. Un roman captivant et ensorcelant. Ce qui est dit par l'autrice de La Sorcière Écarlate. C'est un récit qui fait... Attention... Ah, voilà. Je cherchais le nombre de pages en bas, mais en fait, le nombre de pages est en haut. Donc, c'est pour ça que je ne le voyais pas. 379 pages, plus les remerciements. Et puis, alors, regardez la présentation. Nous avons une petite carte avec tous les quartiers ici. Et ça, vous le savez, j'aime beaucoup quand dans un récit, on a une carte. Et puis alors, regardez la beauté du travail éditorial. Je ne sais pas si ça va ressortir, mais là, on a tout plein de gravures. Une présentation vraiment magnifique. Et puis alors, non mais la couverture, mais déjà, rien que pour la couverture, c'est magnifique. Je ne l'ai pas dit, c'est publié aux éditions Safran. Voilà, je suis fan. Voilà le book haul que je voulais vous partager avec toutes ces très jolies
pépites. Maintenant, je vais vous présenter les 3 romans que j'ai reçus en service de presse en tant que membre du jury du prix du roman auto-édité. Et en même temps, eh bien, je vous partagerai le roman qui sera ma prochaine lecture. Je vais vous afficher leur couverture, mais également je vais vous afficher la 4e de couverture. Ce sont 3 romans qui sont disponibles dans l'abonnement Kindle, donc n'hésitez pas, si l'un de ces titres vous intéresse, à la fois à faire pause sur la vidéo pour découvrir les 4e de couverture, mais également vous pouvez les découvrir dans le cadre de votre abonnement. Le premier d'entre eux s'intitule La Dame du Parc d'Elsa Bruno. Je vous mets la couverture et je vous affiche la 4e de couverture. Nous sommes sur un roman qui fait 126 pages. Une 4e de couverture qui titille la curiosité quand même, donc à voir. L'autre roman que j'ai reçu est celui de Marine Monville et nous sommes sur un thriller psychologique. Un roman qui fait 117 pages et cette fois nous sommes en plein cœur de Paris avec une jeune femme, Anna, qui très vite entend différents bruits, des bruits très étranges, des coups sourds, à l'intérieur du mur qui commence à envahir ses jours et ses nuits. Alors, est-ce réellement de véritables bruits qu'elle entend ou son esprit qui commence à divaguer? Bref, il faut lire ces 117 pages pour en avoir la réponse avec une première de couverture qui nous donne quand même envie d'aller pousser cette porte et de découvrir ce qui se cache de l'autre côté. Et enfin, le 3e roman que je vais découvrir s'intitule Les Enventrés de Londres. Je vous mets sa couverture de Florence Junio. Et pour moi, la couverture, elle est juste parfaite. Il y a du mystère, il y a le côté lugubre, il y a le côté morbide avec cette jeune femme qui baigne dans son sang. Et très clairement, on n'a pas envie, en pleine nuit, de se retrouver dans cette ruelle. Pour moi, tout y est, c'est réussi avec. Peut-être j'aurais aimé que le titre ressorte un peu plus. Néanmoins, j'aime beaucoup cette couverture. Et puis alors, je vous mets là la 4e de couverture. Et là, ma curiosité est clairement à son apogée. On sommes dans un thriller historique. Nous allons faire notre plongée dans le Londres de 1858 et au vu de la 4e de couverture, à la fois on va suivre ce tueur qui se prend pour Dieu et qui vient assassiner des femmes qui viennent d'avorter et en même temps, j'ai l'impression qu'on va faire une plongée dans le Londres, dans la vie sociale même de Londres. J'ai hâte de le découvrir, c'est ma prochaine lecture. Donc vous en aurez un retour très rapidement dans le prochain vlog. C'est parti, je vous garde quelques minutes de plus pour vous parler de 2 lectures terminées. La première d'entre elles, je vous en ai déjà touché quelques mots, est celui qui s'intitule La Reine du Labyrinthe de Camille Pascal, une histoire vraie dans lequel l'auteur vient nous conter une partie de l'histoire de France, celui du collier de Marie-Antoinette. Nous sommes à Paris en 1782 et très clairement, nous allons faire cette réelle plongée dans le Paris de 1782. Un récit extrêmement bien documenté. Pour tout vous dire, avant de vous partager la 4e de couverture, nous avons 14 pages, 14 pages de sources dans lesquelles l'auteur s'est plongé pour écrire ce récit. Donc, c'est vous dire à quel point l'auteur a été pointilleux sur les faits et à quel point il a voulu que son récit soit le plus documenté possible. Je vous partage sa 4e de couverture. Elle se dit descendante des Valois, cherche à reconquérir sa fortune et son rang. C'est surtout une intrigante de haut vol que cette Jeanne de la Motte. Peu avare de ses charmes et prête à tout pour approcher la reine de France et en tirer parti. Son arme, un collier faramineux harnaché de 650 diamants dont elle se fait la receleuse, entraînant par son avidité vraie dupe et faux mage, mari, amant, joaillier, dans une course à l'abîme où l'honneur de Marie-Antoinette et la couronne elle-même finiront par se perdre, une affaire qui sèmera à son scandale les germes de la Révolution. Nous sommes dans un récit, si j'enlève les pages de source de l'auteur, qui fait 412 pages. Alors, très honnêtement, c'est un récit
extrêmement passionnant dans lequel l'auteur nous invite à en découvrir les moindres détails de cette histoire. Le petit bémol, c'est juste qu'il faut passer les premières lignes parce que l'auteur a, comment dire, une plume à la fois très descriptive, mais alors très élevée et certaines phrases paraissent un petit peu trop longues. Et dès la première ligne, je me suis dit, mais c'est pas possible, ce récit ne sera pas fait pour moi. Je vous lis la première phrase. Une jeune trotteuse, comme il s'en voit beaucoup rejoindre les boulevards au beau jour, essayait tant bien que mal de tenir le haut du pavé de la rue étroite dans l'espoir d'épargner la soie bleue de ses petits souliers pourtant déjà bien délavés par de multiples dégraissages. Et alors des fois, cette phrase fait 5 lignes et demie, un tout petit peu moins, 5 lignes et 2 mots. Et je me suis dit, si toutes les phrases sont aussi longues, et il m'est arrivé que certaines phrases, j'ai dû les relire parce qu'arrivé à la fin de la phrase, je me suis dit, mais c'était quoi le début? Il faut un petit peu de concentration. Mais dès que j'ai passé les premières pages, eh bien, mais quelle pépite la plume de cet auteur. Il nous embarque dans l'univers, il nous embarque dans cette histoire de France et il sait la rendre très intéressante. Alors même si par moments, j'avais l'impression d'avoir quelques longueurs, je vous avoue que cette Jeanne de la Motte est tellement intéressante qu'elle attise notre curiosité et on se demande quelle va être ses prochaines manigances. Qui va-t-elle rouler encore dans la farine? Que va-t-elle faire? Comment va-t-elle retomber sur ses deux pieds? En fait, Jeanne de la Motte est un personnage en couleur avec tout ce qui s'y cache, mais qu'on aime retrouver et qu'on aime découvrir dans chacune de ses rencontres, notamment. Elle n'a pas froid aux yeux, elle a le verbe fort, elle sait parler, elle sait se vendre. Et très honnêtement, on est très vite embarqué. Donc lorsque j'ai passé ces premières pages où j'avoue j'ai eu un peu le souffle coupé, mais alors pas pour de bonnes raisons, mais parce que j'avais très peur de ne pas me laisser embarquer dans le récit, de ne pas être touché. Alors, je n'ai pas été touché émotionnellement, mais j'ai aimé suivre ces personnages. J'ai aimé suivre, à la fois la vie sociale, la vie économique. Nous sommes à la fin du XVIIIe siècle et j'ai trouvé que c'était conté de manière très intéressante. Et quand bien même il y a beaucoup de descriptions, eh bien, on se perd à l'intérieur. Et le livre, et je dois bien l'avouer, avec son nombre de pages et à la fois son histoire, et lorsque l'on voit la plume de l'auteur, on a l'impression que ça va être un petit peu long. Et je l'avais mentionné lorsque, je sais plus, j'étais peut-être à la page 100, j'avais déjà l'impression d'avoir lu 400 pages, ce qui n'était pas du tout le cas. On s'embarque. On s'embarque et on se prête au jeu. Et au final, très rapidement, on se fait à la plume de l'auteur. Une histoire que j'ai aimé découvrir. Je n'en connaissais pas vraiment tous les tenants, les aboutissants. Mais bravo pour le travail de recherche et bravo pour la manière non rébarbative avec laquelle cela nous est conté. Est-ce que je le recommande? Oui. Avec, ne l'oublions pas, un petit peu de concentration quand même, mais on s'embarque dans ce récit. Laissez-lui une chance, passez les découvertes sur la plume de l'auteur et puis sa manière qu'il a de détailler certains événements ou tout simplement la société ou même voir une pièce. C'est une plume vraiment cinématographique. Moi, je voyais devant moi les personnages se mouvoir. J'avais l'impression de me projeter réellement dans la pièce en voyant les tableaux devant moi qui s'affichaient. Vraiment, c'est très chouette, une très chouette histoire, une plume que l'on n'a pas l'habitude de découvrir ni de voir, mais laissons-lui une chance. J'ai vu des avis très positifs sur ce récit, j'ai vu des avis très négatifs, certains l'ont DNF à cause de cela, mais laissez-lui une chance.
il n'y a pas, enfin, moi, je n'ai pas eu d'émotion, je n'ai pas eu d'empathie pour l'un de ces personnages. Certains d'entre eux m'ont fait sourire à de nombreuses reprises. Je ne me suis pas vu être un des personnages, mais j'ai aimé les voir se mouvoir devant moi et découvrir cette histoire. Donc, c'est un roman que je vous recommande, que je vous dis, lancez-vous dans ce récit sans préjugés, sans a priori, sans tout ça, mais plongez-vous dans cette petite partie de l'histoire de France qui nous est contée de manière très, très chouette, avec des phrases extrêmement, parfois un petit peu complexes. Alors, pas complexes au sens difficile à comprendre, mais plutôt longues, devrais-je dire. Mais ça vaut le détour, ça en vaut vraiment la peine de le découvrir. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. Pour l'instant, c'est le deuxième livre que je lis dans le cadre du prix du roman Pocket. Je suis aussi membre du jury, mais ça, je l'avais expliqué. J'avais lu le précédent roman dans ce cadre-là que j'ai lu, c'était À l'ombre de Winnicott, qui pour moi avait été incroyable. Vraiment incroyable. Ça avait été un véritable coup de cœur, un coup de foudre même. C'était les personnages sont encore, je les porte encore dans mon cœur. Celui-ci ne sera pas un coup de cœur, mais néanmoins, j'ai aimé le découvrir. Et le prochain, je crois que c'est le que je vais découvrir dans ce cadre-là, c'est celui d'Henri Lovenbruck. Autre roman que je vais vous partager, autre lecture donc terminée, est de Johanna Taylor, Le Passeur d'âme, publié aux éditions Jeune Gueule. Et là, nous sommes sur un roman graphique. Je vous partage sa 4e de couverture. Dorian Lees peut voir les fantômes. Non seulement cela, mais il est à l'écoute de leurs problèmes et essaie de les aider à passer dans l'au-delà. Un don qui a fait de lui un paria pour tous les habitants de la ville. Un jour, la clé de la porte de la mort est volée, emprisonnant tous les fantômes dans le monde des vivants. Si cette dernière n'est pas retrouvée rapidement, le pire est à craindre. Dorian est bien décidé à faire tout ce qui est en son pouvoir pour apporter la paix aux morts agités, mais attention, cette paix pourrait bien se faire au prix de la sienne. Donc nous sommes sur un roman graphique qui fait 269 pages. Et alors, la couverture, nous avons un petit rabat. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que, et là c'est très rare, je dois bien vous l'avouer, en matière de romans graphiques, de bandes dessinées, voire même de manga, c'est que nous avons ici les trigger warnings. Je vous les partage. Le passeur d'âme aborde les thèmes du deuil, de la perte, de la mort, de l'anxiété, du surmenage et du traumatisme. Bien que son récit porteur d'espoir soit celui d'une guérison, il n'hésite pas à évoquer et à représenter le décès d'adultes et d'enfants, des faits d'abus émotionnels, la stigmatisation des maladies mentales et contient de brèves scènes horrifiques. Je trouve cela très très bien, très courageux de mettre ces trigger warnings, même si on en devine un petit peu quand même les tenants et les aboutissants avec cette 4e de couverture. Dans ce roman graphique, nous allons rencontrer donc ce jeune homme, Dorian, qui est donc passeur d'âme dans une petite ville, et tout ne se passe pas comme prévu. Il accomplit très très bien son métier, il est à l'écoute même des morts. Il vient aider les vivants qui en ont parfois un petit peu marre d'avoir ces âmes qui viennent errer chez eux. Et donc, lui prend le temps d'écouter ces âmes et de venir chercher, comprendre pourquoi elles ne sont pas passées dans l'au-delà, pourquoi elles restent au milieu des vivants. Il a ce rôle d'accompagnateur d'âmes et va venir vraiment les aider à passer cette fameuse porte. Et il va bien au-delà de ça parce que parfois, et ça c'est dès le début, on comprend qu'il a à cœur que ces âmes passent de la meilleure façon possible la porte pour qu'elles puissent enfin être dans le lieu qui leur est réservé dans l'au-delà. Un jeune homme très attachant et qu'on accompagne et qu'on découvre au fur et à mesure, à la fois dans son tempérament, dans son caractère, mais également dans sa vie personnelle.
Dans ce récit, on va évoluer au fur et à mesure avec lui et vous comprendrez au regard de la 4e de couverture que tout ne va pas se passer comme prévu puisque la fameuse clé de cette porte qui permet aux âmes de passer dans l'au-delà va disparaître. Il est impératif de la retrouver très très rapidement, sans quoi la situation risque bel et bien de dégénérer. Je ne vous en dis pas plus sur le pitch puisqu'il faut se laisser porter par ce récit. Avant d'ouvrir ce récit, très clairement, il faut laisser de côté toutes nos convictions personnelles sur le sujet, sans quoi, eh bien, on n'en prendra pas la mesure de tous les messages qui nous sont passés à l'intérieur de ce roman. L'un d'entre eux, notamment, est sur le pardon, mais également sur nos peurs, nos angoisses qui vont venir nous dévorer. Parce qu'en fait, ces âmes, au-delà d'être des âmes qui viennent errer dans le monde des vivants, certaines d'entre elles se font dévorer par ce qu'on appelle le... J'ai perdu le mot. Est-ce que je vais le retrouver? Elles se font dévorer par une plante qui va venir dévorer l'âme qui est déjà morte. Au fur et à mesure que ces âmes ont peur, qu'elles s'angoissent, qu'elles ne pardonnent pas, enfin au fur et à mesure que quelque chose vient les tourmenter, en plus du fait de ne pas avoir passé la porte, eh bien cette plante va venir rogner ces âmes. Alors, c'est pas du milletuis, c'est du... Est-ce que je vais retrouver le mot? Ah, je sais plus. Je pense que je vous le mettrai ici, juste en dessous. Alors, puisque je vais vous montrer, voilà. Là, par exemple, nous avons une âme qui est tourmentée et vous voyez, il y a une plante qui vient un petit peu la dévorer. Dans ce récit, il y a de très très chouettes messages qui sont passés sur notre manière de gérer nos peurs, également sur cette manière dont nos peurs viennent nous aussi, nous vivants, nous grignoter, nous empêcher d'avancer, nous empêcher d'espérer, nous empêcher de croire, de pardonner. Donc il y a de très chouettes messages qui s'adressent en réalité à nous tous, lecteurs, à travers ce récit. Il y a d'autres messages, dont l'un d'entre eux, je vous le donne, puisque eh bien, l'autrice d'emblée a dédicacé ce récit à sa mère et à tous ceux qui, comme elle, aident les autres avant de prendre soin d'eux-mêmes. Voilà le message. Un autre message qui réside dans ce roman graphique. Alors, évidemment, je ne vais pas vous spoiler et vous dire dans quelle mesure cela est représenté dans ce récit. Mais en tout cas, ces deux messages vont venir vraiment ponctuer eh bien, notre découverte de cette intrigue avec, comme je le disais, des petites phrases qui, nous, en tant que lecteurs, vont nous mener à la réflexion. Des illustrations que j'ai beaucoup aimées, des personnages que j'ai aimé découvrir avec certains qu'on va aimer, d'autres qu'on va beaucoup moins aimer, notamment dans leur comportement, dans leurs convictions. Et puis alors, pour notamment l'un d'entre eux, on se dit, mais comment est-il possible d'agir de la sorte? Je n'en dis pas plus. Et puis alors, autre fait qui est touchant, c'est que au quotidien, eh bien, Dorian est très souvent accompagné par sa grand-mère. Je ne vous dis pas pourquoi sa grand-mère est toujours présente à ses côtés, mais il y a un troisième message pour lequel je ne vous ai pas parlé dans ce récit. Eh bien, c'est l'acceptation de la différence et l'acceptation des croyances des autres. Voilà, cette fois, je vous ai dit les trois messages qui vont venir ponctuer notre découverte. Il y a une majorité de bleu dans ce récit, dans les illustrations. On le voit sur la première de couverture. Il y a des scènes qui, oui, pourraient heurter évidemment les plus jeunes. Hop, allez, je vous présente certaines âmes. Vous voyez, elles sont représentées dans un dégradé de bleu. Et bien évidemment, nous sommes sur des couleurs plus classiques lorsque nous rencontrons les vivants. Un récit que j'ai beaucoup aimé, avec petit bémol sur certaines scènes, bon, que j'ai trouvé un petit peu moyen. Il y a une histoire sentimentale qui vient se plonger dedans,
Alors, pour moi, elle ne sert pas tant que ça à l'intrigue. Elle était chouette, mais ne servant pas l'intrigue, ou alors il aurait fallu plus de planches d'illustration pour venir accompagner cette relation. Ça n'a pas été le cas. Bon, l'avantage, par contre, c'est que du coup, elle ne prime pas sur l'intrigue. Et cette manière de doser l'intrigue et la relation sentimentale, ça j'aimais parce qu'elle est totalement en second plan. Et ça, c'est très très important. Donc, une chouette histoire, un chouette message, des illustrations qui sont par moments, je dois bien le avouer, un petit peu spectaculaires. Et puis, lorsque l'on referme ce récit, je me suis très très vite aperçu parce qu'en fait, je l'ai terminé hier soir extrêmement tard et ce matin, j'avoue que je pensais à certaines phrases qui étaient mentionnées à l'intérieur, je pensais à certains messages qui étaient cachés et cela m'a mené à certaines réflexions personnelles. Et là, c'est réussi. Ça, j'aime beaucoup. Lorsque je termine un roman, d'habitude, c'est dans le cadre des romans où je me dis, bah tiens, tel personnage, il y avait tel fait, et que je me remets en question, que je me pose des questions sur le quotidien, sur des convictions que je pourrais avoir. Là, pour le coup, c'est la première fois que c'est à travers, eh bien, une bande dessinée. Je parle évidemment à travers une bande dessinée qui ne touche pas au réel. Vous savez mon coup de foudre que j'ai eu pour la bande dessinée incroyable qui s'intitule Les Cheveux d'Édith, où là, elle nous pousse à la réflexion. Mais là, on est sur une bande dessinée historique qui va venir nous serrer le cœur. Encore une fois, ces personnages, que ce soit Louis ou Edith, j'ai l'histoire en tête, j'ai l'histoire dans le cœur. Pour moi, cette bande dessinée était une rencontre, était vraiment un coup de foudre. Là, on est sur une bande dessinée où on n'est pas du tout sur quelque chose d'historique, de vrai, de concret. Et donc, c'est la première fois qu'une bande dessinée qui n'a rien de réel, qui est fantastique, eh bien, vient me faire me poser des questions, y compris sur mes convictions, y compris sur les messages que l'autrice a essayé de faire passer. Donc, une chouette lecture que je vous recommande, qui fait, alors je ne sais plus si je l'ai mentionné, mais 270 pages, qui se lit quand même plutôt rapidement parce qu'il y a des planches où il y a plutôt les émotions à deviner, à comprendre, à visualiser qui nous sont proposées, et puis d'autres où il y a un petit peu plus de texte. Alors je vais vous montrer plutôt vers le début pour ne pas vous spoiler. Et puis on est sur un grand format, vous voyez, je vous mets un format poche pour vous faire une idée. On est sur une lecture très agréable. Le papier est épais, il y a toujours une présentation chez Jeune Gueule qui est magnifique. En tout cas, une lecture que je vous recommande. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Moi, je vais me lancer dans ma lecture, donc Les Éventrés de Londres, et puis je vous reprends un petit peu plus tard. Nous sommes le 16 janvier et il est 17h30 et je prends quelques secondes pour venir clôturer ce vlog. J'ai avancé dans ma lecture Les Éventrés de Londres, pas suffisamment pour venir vous en faire un retour. Néanmoins, sur les pages que j'ai déjà pu découvrir, j'ai rencontré le tueur et puis j'ai rencontré un personnage féminin aussi passionnante que mystérieuse et intrigante. En tout cas, j'ai hâte de me replonger dans ma lecture. Un avis que je viendrai vous partager dans le prochain vlog. Alors un grand merci d'avoir suivi celui-ci. Je vous donne rendez-vous d'ores et déjà dans le prochain pour de nouvelles aventures littéraires et de très bons moments de partage. En attendant, eh bien, je vous souhaite bien évidemment de belles lectures, mais n'oubliez pas, prenez soin de vous. Allez, ciao et à très vite.